faisais semblant de dormir en espérant qu'il me réveille pas, mais il me réveillait, hein, bien sûr. Et bien de là, il couchait avec moi. Il voyait que je pleurais, il voyait que je parlais plus, que je bougeais plus. Et pour avoir plus de ressenti, il a pris son téléphone et il a lancé un film pornographique. J'entendais le film et lui continuer. Et c'est là que je me suis dit, putain, je suis un objet. Bienvenue sur la chaîne qui te donne des astuces pour survivre à une relation avec un manipulateur pervers et narcissique. Bonjour à toi qui me regarde, appelle-moi Jay. Alors aujourd'hui, j'ai trouvé cette vidéo de Lena qui est un témoignage sur la toile. Alors j'ai décidé de commenter, de partager avec toi et j'espère que ça va pouvoir t'aider. Alors Lena, c'est une jeune femme qui a énormément souffert dans une relation toxique. Elle nous raconte son histoire. J'ai rencontré ce garçon sur les réseaux. J'avais aux alentours de 17 ans. Lui, il en avait 21. Et il vivait chez ses parents. Donc on s'est rencontrés, on s'est vus, on s'est mis très vite ensemble, au bout de 2 mois je crois. Et au fur et à mesure de la relation, j'ai commencé à vivre chez eux. Au début c'était tout beau, tout rose. Et oui, tu l'auras compris, ça c'est l'étape lune de miel où tout va super bien, le monde de bisounours, il te donne tout, il te montre qu'il est très aimant, il gagne très rapidement ta confiance. Dans le cas de Lena, ça s'est passé exactement pareil. Mais peu importe où tu trouves l'amour, ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être dans la rue, à l'école, au travail, ça ce n'est pas le problème, on peut trouver l'amour n'importe où. Et si c'est un coup de foudre, pourquoi pas? Peu importe la durée, ça peut être 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Dans le cas de Lena, c'était 2 mois. À 2 mois seulement, elle est allée vivre chez lui. Donc ici, on va dire, faites attention parce que parfois, il faut prendre le temps. Il faut toujours prendre le temps de savoir dans quoi on veut s'engager, dans quoi on veut s'embarquer. 2 mois, c'est très, très court, selon moi. Mais encore, toutes les relations ne sont pas pareilles. On peut avoir des relations saines qui ne ressemblent dans lesquels après 2 mois seulement, les partenaires se mettent ensemble et tout va bien. Donc, on va voir qu'est-ce qui se passe parce qu'au bout de 2 mois seulement, il a gagné sa confiance et elle vivait déjà chez lui avec toute sa famille. Il lui a présenté tout le monde. Donc, elle se sentait à la maison. Tout était rose. Et là j'ai appris qu'il était addict au cannabis, addict aux paris sportifs, addict au sexe aussi. De par toutes ces addictions, il travaillait pas. Donc il commençait à me demander un peu d'argent. Au début, il me demandait des petites sommes. Donc il me disait pas forcément que c'était pour ça au début. Donc au fur et à mesure du temps, c'était des grosses sommes. Donc c'était des 50 euros, des 100 euros. Donc là, j'ai commencé un peu à lui dire, écoute, moi je travaille, je suis pas non plus milliardaire, donc ça va pas être possible. Et donc ça a été des grosses sources de disputes. Au début, il me disait, bah écoute, tant pis, enfin on se parlait plus pendant 24 heures et puis voilà, lambda. Et puis au fur et à mesure, il commençait vraiment à péter les plombs. Quand moi je refusais, c'était des insultes, c'était des menaces de tout, de tromperie, des menaces de je vais te tuer, des menaces de plein d'insultes, des choses inimaginables. Et moi je cédais. Lorsque le piège se renferme, en fait, elle est déjà installée chez le gars et où elle se sent chez elle, tout va bien. Et là, elle apprend quoi? Il est addict à ci, il est addict à ça. En fait, elle réalise tout simplement que le masque commence à tomber, que c'est pas la personne qu'elle a connue. Bref, il y a un second visage. C'est ça qu'il commence à lui montrer. La lune de miel est terminée, ça reviendra plus jamais. Si oui, ça reviendra de façon séquentielle. Donc, ça peut venir à un court instant, le temps que tu baisses ta garde et puis ce mauvais côté-là reprend le dessus. Donc là, elle a constaté qu'il est addict au pari foot, il est addict au sexe, il est addict à beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'elle va faire? Le piège se referme, elle est déjà là. Est-ce qu'elle va regarder en arrière? Est-ce qu'elle va appeler sa mère, ses parents pour leur dire « Oh, on s'est trompé, je retourne à la maison. » Est-ce qu'elle va dire à ses copines « Oh, je vous ai dit que c'était le prince charmant, je me suis trompée. » Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle laisse couler. Ça, c'est le moment où il ne faut jamais laisser couler. Parce que ça, c'est dès que le piège commence à se refermer,
Ne crois jamais que tout est perdu. Tes parents vont comprendre, ta famille va comprendre, tes amis vont comprendre. Ne reste pas là en t'inquiétant pour les autres, inquiète-toi pour toi. En t'inquiétant pour les autres, parce que là aussi, elle s'inquiète pour lui. Elle commence à se dire, oh, il faut que je l'aide. Ça, c'est un gros piège. Donc, dès que ce sont les signaux qui commencent déjà, les signaux d'alerte. Dès que tu constates qu'il y a des choses qui ne t'arrangent pas, qui t'inconfortent, réfléchis. C'est le bon moment pour fuir quand rien n'est encore scellé. Donc, elle a constaté tout ça, elle a vu toutes ses addictions et c'est chez elle qu'il venait prendre de l'argent. En fait, il ne travaille même pas, c'est un feignant. C'est un gros feignant, il ne travaille pas. C'est chez elle qu'il vient prendre de l'argent pour aller jouer, pour aller s'adonner à toutes ses addictions. Et elle connaît que c'est pas normal, mais elle le protège. Alors, ça, c'est l'étape où le piège se renferme. Ça, c'est l'étape où le masque tombe parce que le masque du manipulateur est tombé. Le masque de la personne en face d'elle commence à tomber. Elle commence à comprendre ce dans quoi elle se retrouve. Elle commence à peine à voir clair. Mais elle le protège. Alors, on va écouter la suite. On va voir qu'est-ce qui se passe. Je cédais parce que je me disais, en fait, c'est peut-être mon rôle de lui donner finalement. C'est peut-être mon rôle de l'aider et de lui donner parce que je suis sa copine et je suis là pour ça. Donc, puis après, on est rentré vraiment dans un cercle vicieux. Où dès que je refusais, c'était insulte, c'était toujours tu sers à rien, je trouverai mieux ailleurs, t'es pas là pour moi, t'es pas là pour m'aider. J'arrivais pas du tout à me dire c'est lui le problème et pas moi. Je me sentais totalement coupable de ne pas l'aider et le laisser dans sa détresse. Le retournement de la situation. Il essaye de retourner la situation pour faire culpabiliser Léna. Elle a constaté que c'est une personne qui est addicte à beaucoup de choses et elle essaye tant bien que mal, toute seule malheureusement, de l'aider. Souviens-toi, si tu es dans une relation pareille, que tu ne peux pas aider ce genre de personnes. Tu n'es pas spécialiste, tu n'es pas expert. Ce sont les experts qui aident des personnes comme ça. C'est pas à toi de l'aider. Donc, malheureusement, elle se sent obligée de l'aider. Et lui, il joue avec, il commence à lui monter la tête contre elle-même. Oh, tu n'es pas capable de m'aider, tu es incapable, c'est de ta faute. Des menaces également. Elle se sent obligée de l'aider. C'est lui le feignant, c'est lui qui veut rien faire de sa vie, mais elle se sent obligée de l'aider. Si elle ne l'aide pas, elle va mal dormir. Donc ça, c'est le moment où la victime culpabilise pour des choses qu'elle n'a pas faites. C'est ce qui est en train de se passer. Il essaye de retourner la situation. C'est elle qui devrait se fâcher, c'est elle qui devrait se mettre en colère. Mais non, si elle refuse, c'est lui qui l'accuse, c'est lui qui dit qu'elle n'est pas capable d'aider, etc. C'est ce qui arrive quand le manipulateur essaye de retourner les choses contre toi. Alors, on va écouter la suite et on se revoit juste après. J'ai fini par souvent croire ce qu'il me disait et me renfermer. Donc j'avais plus ma famille, je me suis éloignée totalement d'eux, plus mes amis. Donc en fait j'avais que lui et ce qu'il me disait. Et au fur et à mesure, il pétait complètement les plombs. Et il m'enfermait dans sa chambre quand je voulais partir, il m'enfermait chez lui. Il était aussi dans une paranoïa de punaise, elle part, elle va aller voir ailleurs, elle va aller... Et en fait il me laissait plus vivre, totalement il me laissait plus vivre. Interdiction d'aller à la salle de sport, aller en ville, aller boire un verre, j'avais plus de vie, La première fois où il a levé la main sur moi, ça a commencé par des objets. Il prenait des objets, il me les lançait. Donc des stylos, des choses qui lui passaient par la main, ses feuilles, son paquet de cigarettes, voilà, des petites choses. Et après, ça a été les coups. Donc il a commencé par m'étrangler. C'était par rapport à ses addictions. Parce que j'ai refusé de lui mettre encore des sous pour ses paris sportifs. Et donc il m'a étranglée contre le mur de sa chambre. Et au soir, je suis descendue manger avec sa famille et là, ils m'ont regardée. En fait, j'avais le cou violet. Et ils m'ont demandé pourquoi. Et j'ai pas su répondre. Et en fait, je pense que je m'en voudrais toute ma vie de me dire ça a commencé, la première fois où ça a commencé, j'ai pas su dire oui, c'est lui qui m'a fait ça, je l'ai défendu. Et je pense que c'est de là où il s'est dit en fait, je peux y aller parce qu'elle va me défendre. Waouh!
C'est comme ça que l'isolement commence. Tu évites tes amis, tu les maintiens à distance, tu maintiens ta famille à distance. Tu ne veux pas qu'on sache ce que tu vis. C'est comme ça. Ça se fait au fur et à mesure. Le manipulateur tisse sa toile très doucement, de façon très patiente. Donc, elle a commencé à lui donner, à tout lui permettre. Elle a commencé à accepter et le manipulateur escalade toujours, ça ne l'oublie jamais. Quand tu essayes de négocier avec le manipulateur, c'est toujours lui qui va gagner. Il ne te laisse jamais. Tu ne peux pas te mesurer au manipulateur parce que plus tu donnes, plus il en demande. Donc, s'il te frappe la première fois et tu loupes l'opportunité de t'enfuir, sache qu'il va faire pire. À chaque fois, c'est comme ça que le manipulateur fonctionne. Tu lui dis non, il va tout faire pour que tu paies. C'est comme ça que le manipulateur fonctionne. C'est un revanchard. Il est toujours en train de te garder dans des rancunes qui n'ont pas de sens. C'est incompréhensible. C'est que les gens vivent avec le manipulateur. Regardez l'histoire de Lena. Oh, je dis toujours Lena. De Lena. Il la frappe, elle le protège parce qu'elle se dit non, mais qu'est-ce que la famille va penser si je dis qu'il m'a frappé? Elle le protège. Elle oublie qu'il faut qu'elle se protège elle-même. Elle le protège. Elle protège son bourreau. Il va continuer. Elle fuit sa famille. Elle fuit ses amis. Il surveille tout. Le manipulateur ne s'arrête pas. Il surveille. Et c'est lui qui est jaloux plus que tout. Il faut faire très attention. Donc, le piège se renferme et elle aide le manipulateur à bien sceller toutes les fermetures. Après, on en est venu au claques. Au claques parce que m'étrangler, ça lui suffisait plus. Il était dans un état tellement d'énervement. Donc les claques. Et ça a continué avec les coups de poing. Donc j'allais au travail le matin avec des cocards que je devais maquiller. Donc voilà, et je pouvais plus rentrer chez moi non plus. Parce que si je rentrais chez moi, je savais que mes parents, ils allaient le voir. Et c'était ma terreur. Ça a été crescendo. On était dans la voiture et par rapport encore à ces addictions, je lui ai dit je vais partir, j'en peux plus. Et de là, c'est parti. Il a commencé à me frapper, coup de coude, coup de poing. Et en fait, j'ai vu mon nez en sang. Et je me suis dit, ça y est, il m'a cassé mon nez. Et de là, il m'a regardé et je pense que lui-même il était choqué d'avoir été jusqu'à là. Et il est parti. Il est parti de la voiture, il m'a laissé là. Et moi j'étais en sang. Du sang partout, du sang sur mon volant, du sang sur mes vêtements en sang, mon visage en sang, on voyait plus mon visage. Et en fait, j'ai rien fait. Je me suis juste mise à pleurer et je me suis dit, mais en fait, ça va se finir quand cet enfer? Parce que j'arrivais pas à partir. J'avais l'impression qu'il me contrôlait. J'arrivais plus à être libre. Je me suis juste mise à pleurer, je me suis regardée en sang et je me suis dit, ben c'est tout. Nettoie et demain tu vas aller au travail et puis c'est reparti quoi. Le désillusionnement, la dégringolade, la victime constate qu'elle a chuté, qu'elle est tombée très bas. On l'a étranglée. Comme cela ne suffisait pas, on l'a frappée, on l'a battue, on lui a cassé le nez. Brise le silence, brise le silence. Brise le silence si tu veux que ça cesse. Lena n'a pas brisé le silence. Elle a fait comme beaucoup de victimes. Toutes les victimes d'ailleurs. Toutes les victimes. Il n'y a pas d'exception. À 100%, les victimes font la même chose. On reproduit les mêmes erreurs. On veut protéger les apparences. Mais je ne peux pas plaindre les victimes parce que face à ça, il y a le cerveau qui est en train de se battre, qui essaye de comprendre vraiment ce qui se passe. Parce que ce n'est pas comme si le manipulateur fait les choses de façon claire et directe. Le manipulateur, d'un coup, est très doux, d'un coup, est très violent, d'un coup, est très doux, d'un coup, est en fait, c'est complexe ce que tu vis avec le manipulateur. C'est pour cela que ce silence-là, en fait, la victime ne s'en rend pas compte. Elle ne sait pas que c'est grâce à son silence que le manipulateur escalade. Parce qu'il se dit, il se dit qu'il va continuer à tout faire impunément. Le manipulateur sait, parce qu'il a jaugé, il te pousse à bout pour voir tes limites, il teste les limites. Et quand tu ne lui montres aucune limite, c'est sûr qu'il n'a pas de limite, il va partout. Donc, il faut avoir des limites claires avec le manipulateur. Dès que tu vois les premiers signes, fuis. Au premier signal, fuis.
Mieux vaut une relation que tu regrettes de n'avoir pas vécue qu'une relation où tu as survécu. Parce que quand tu survis, ça laisse toujours des séquelles psychologiques. Tu vis avec la peur au ventre. Tout le temps, tu regardes autour de toi et parfois même, tu te dis pourquoi. Et on va voir, Léna aussi se dit toujours, en fait, elle culpabilise de ne s'être pas protégée. Il faut te protéger au lieu d'essayer de protéger ton entourage, au lieu de protéger la personne qui te stresse, qui te traite aussi mal. Alors, on va écouter la suite et on va voir à quel point, à quel moment elle a eu son déclic. Aussi l'addiction du sexe. Lui, c'était vraiment tous les jours, tous les jours, tous les soirs. Et sauf que moi, après les insultes, après les coups, après tout ça, j'avais plus forcément d'envie. Moi, j'en pouvais plus. Donc je me disais, bah écoute, s'il fume, il va peut-être s'endormir. Et j'en venais à lui dire, à lui payer 2 fois plus de consommation. Au final, ça s'est pas passé parce que plus il fumait, plus il y avait envie et plus il était violent. Et en fait, j'en suis venue en plein milieu de la relation à plus rien dire. Je montais dans sa chambre, il me rejoignait. Et je faisais semblant de dormir en espérant qu'il me réveille pas, mais il me réveillait, hein, bien sûr. Et ben de là, il couchait avec moi. Il couchait avec moi et il voyait que j'avais plus de réaction. Il voyait que je pleurais, il voyait que je parlais plus, que je bougeais plus. J'étais vraiment juste allongée comme une poupée dans un lit. Et en fait, il s'est pas arrêté. Il s'est pas arrêté et pour avoir plus de ressenti, il a pris son téléphone et il a lancé un film pornographique et il a couché avec moi. Donc moi j'étais allongée et j'entendais le film et lui continuer. Et c'est là que je me suis dit, putain, je suis un objet. Je me suis vraiment sentie comme un objet. Et les seules fois où j'ai essayé de dire non, il m'a insulté, il m'a dit de dormir par terre, il m'a obligée à dormir par terre. Donc moi j'avais plus envie de ça, je voulais juste la tranquillité. Donc j'ai accepté. Waouh! La place du sexe. C'est vraiment délicat parce que dans une relation pareille, dès que l'étape lune de miel est passée, dès que les masques sont tombés, tu passes tellement de temps à te remettre en question, tu passes tellement de temps à, à pleurer, à pleurnicher. Avec tout ce que tu vis, tu es tellement stressé que le désir s'en va. Tu n'as aucune envie de faire l'amour avec cette personne. En fait, quand tu te laisses faire, c'est parce que tu es dans la peur. Tu deviens un objet. Elle a utilisé le mot objet. Est-ce que tu te sens comme Léna dans ton couple? Comme un meuble dans la maison. Parfois, il ne te parle pas, mais à minuit, il est là, il tape dans le lit, il te cherche. Elle est arrivée au point où elle se cache. Elle fait semblant de dormir. Elle lui achète beaucoup plus de cannabis. Elle lui achète beaucoup plus de... Parce qu'elle espère qu'il dorme. Je vais te dire une chose. Il y a beaucoup de survivantes qui m'ont confié qu'elles ont voulu en mettre du poison dans le repas de leur mari, de leur conjoint. Beaucoup de survivants, je les appelle survivantes parce qu'elles ne l'ont pas fait. Combien de fois cela est passé également dans mon esprit, dans ma tête, que je pouvais faire du mal à la personne qui, selon moi, m'a blessée au plus haut point. Donc, les victimes, il faut savoir, c'est tellement difficile que c'est une situation tellement difficile à vivre qu'on peut avoir le côté obscur qui prend le dessus. Et c'est là où toujours la citation de Nietzsche prend tout son sens. Plus tu restes avec une personne sombre, plus cette obscurité t'envahit. Plus ton cœur se transforme en amertume et toi également, tu es capable de faire du mal et même pire. Parce que elle, quand elle lui achète, elle lui donne de l'argent pour se procurer ce poison-là, c'est parce qu'elle espère qu'il meure. C'est le tuer aussi. Les victimes sont également capables du pire. Quand
elle se retrouve face au mur, dos au mur. Donc, il faut faire attention quand tu restes et que tu encaisses dans des relations pareilles. Quand on te stresse, on te traumatise, on te viole et tu restes dans une relation pareille. Fais attention parce que tu es un danger pour toi et tu es un danger pour autrui également. Il n'y a pas que le manipulateur qui est dangereux, mais toi aussi tu risques de devenir même plus dangereux que le manipulateur. C'est pour ça que fuir, c'est toujours la meilleure des solutions. Parce que tu protèges ton cœur, tu protèges ton esprit, tu protèges ton âme. Également quand tu fuis ce type de personne. Vers la fin de la relation, où on s'est vraiment disputé pour ses addictions encore, hein, toujours. Et en fait, il m'a regardée et il m'a craché au visage. Et j'avais tellement peur de lui que j'ai rien dit. J'ai rien dit, je lui ai juste dit écoute, s'il te plaît, laisse-moi partir, tu me fais peur. Il a vrillé, donc il est sorti de sa chambre, il m'a enfermée dans sa chambre. Je suis bien restée là 3-4 heures. Et après, il est revenu m'ouvrir. Je me suis dit c'est bon, je prends mes affaires, je pars. Et en fait, pas du tout. Il m'a juste laissé déambuler chez lui, mais c'était fermé. C'était impossible. J'allais dans son salon, je pouvais regarder la télé si je voulais, aller dans la cuisine, mais je pouvais pas sortir. Donc j'ai passé la nuit. J'ai passé la nuit avec lui. Encore une fois, j'ai rien dit. Je me suis allongée, il a couché avec moi. Et le lendemain, j'ai pu partir aux alentours de 14 heures. Donc ouais, ça a bien duré 2 jours. 2 jours où j'étais en mode survivant, quoi. Survivant, où dès que la porte elle s'entrouvrait, j'essayais de courir pour y aller. Et lui, il était toujours là, toujours là. C'était donc en mai 2022. C'était du coup une après-midi où, encore une fois, on venait de se séparer pendant une semaine. Et il m'a rappelé. Il m'a dit écoute, viens, je dois te parler, j'ai des choses à te dire. Donc moi, je me suis dit bah écoute, ça fait une semaine qu'on ne s'est pas vu. Il y a peut-être des choses importantes à me dire, donc je pense que ça va aller. Et de là, il m'a emmené sur un terrain vague. On a parlé de ses addictions. On en est venu à se disputer par rapport à ça. Et en fait, il a vrillé. Il m'a regardé dans les yeux. Il a couru sur moi et il m'a mis un coup de tête. Je suis tombée immédiatement et je me souviendrai toute ma vie, trop noir pendant 1 minute, j'étais KO. Et là j'ai ouvert les yeux et j'ai vu sa tête me regarder et c'est la première fois que je voyais de la peur dans ses yeux. Et je pense que lui-même il s'est dit je l'ai tué. Il m'a même pas relevé, il est resté vraiment statique. Et je me suis relevée, j'ai touché mon crâne et là doublé de volume. Doublé de volume. J'avais une bosse énorme au front et je me suis dit mais je vais mourir, je voyais plus rien, je sentais plus mon corps, je regardais autour de moi, il n'y avait rien. Et de là il m'a dit écoute, va aux urgences, va aux urgences et dis rien, ne dis pas mon nom, ne dis rien. Et en fait je sais pas par quel courage, j'ai réussi à prendre ma voiture, j'ai été aux urgences et sur la route je me suis dit est-ce que je dis la vérité une bonne fois pour toutes? Est-ce que je dis que c'est lui? Et encore une fois, je ne l'ai pas dit. La transformation est presque parfaite, presque totale. Ça, c'est l'étape où tu es comme une pâte à modeler. Il fait de toi tout ce qu'il veut. Déjà, tu es isolé, tu n'as personne et en plus de ça, tu as peur. Tu as la peur au ventre. Tu as la peur de tout. Tu es anxieuse. Dès que tu le vois, tu sussautes. Dès qu'il rentre dans la pièce, tu n'es plus à l'aise. Tu te sens, tu ne te sens pas bien. C'est quoi cette relation où tu es en mode survivant? Et elle le dit, Léna, qu'elle était en mode en mode de survie. Donc, c'est quoi cette relation où tu survis au lieu de vivre et t'épanouir? C'est quoi cette relation où tu as peur? Tu sais que c'est ton ennemi. Ce n'est plus une relation. Donc, ça, c'est le moment où tu es complètement, ton cerveau, ton esprit est complètement phagocyté et tout ce que le manipulateur te dit de faire, tu fais. Tu as peur de sa réaction dans tout, dans tout. Tu as peur, tu ne peux pas prendre d'initiative. Elle est rendue à ce point-là où il lui a tout montré déjà. Elle sait déjà que c'est son ennemi. Elle sait déjà que ce n'est pas une relation saine. Mais encore, est-ce qu'elle va partir? Je ne sais pas. Mais toi, est-ce que tu vas partir? Il faut que tu sois capable de dépasser cette peur. Parce que quand tu ne dépasses pas ta peur, je te dis, le manipulateur escalade toujours. Donc, si tu es rendu à cette étape où tu es zombifié autant, où tu es transformé autant, où toi-même tu sais que tu déambules comme un zombie dans la maison et tu n'es pas capable de prendre une décision, vu que le manipulateur, c'est une personne
qui escalade toujours, il va te tuer. Parce qu'apparemment, ce n'est comme ça que, en fait, il faut qu'il arrive au bout des choses. Et donc, après t'avoir complètement transformé, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Il va te tuer. C'est une suite logique. Dans le cas de Léna, c'est presque ce qui se passe. Il l'amène, elle décide même de sortir de là, de fuir. Et finalement, il trouve le moyen de la ramener quelque part pour discuter avec elle. Et c'est là où il y a le coup fatal. Bon, heureusement, elle n'en est pas morte. Mais je dis toujours, quand tu commences à fuir le manipulateur, ne t'arrête pas. Ne regarde pas en arrière, fuis. Même si tu es épuisé, regarde droit devant toi et fonce. Parce que le manipulateur veut te faire payer. Dès qu'il a perdu le contrôle, il veut te faire payer. Donc, s'il te rattrape, il voit qu'il n'y a pas de faille, qu'il ne va plus jamais te manipuler. Il va juste escalader. Et donc, il a invité, c'est où il lui a donné un coup à la tête et elle s'est retrouvée à l'hôpital. Et jusque-là encore, elle ment. Jusque-là encore, elle essaye de le protéger. Est-ce que tu vois jusqu'où la manipulation peut aller? Est-ce que tu vois jusqu'où la victime peut aller pour protéger son bourreau? Juste pour que tu comprennes que c'est normal que toi aussi, dans ce genre de situation, tu ne te sentes pas assez forte pour prendre les choses en main. C'est pas facile. Reprendre ta vie en main, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de courage. Et malheureusement, plus tu as passé le temps avec le manipulateur, plus il a usé de toi, plus il a absorbé ton énergie et tu n'en as plus assez. Donc, il va te falloir vraiment te munir pendant longtemps même, si tu veux oser sortir de là, si tu veux oser lui tenir tête. Parce que là, tu n'as plus d'énergie, tu n'es plus qu'un vampire. Donc, il faut que tu travailles fort si tu veux sortir de là. Et je te comprends si, encore aujourd'hui, tu es dans une relation pareille et tu le protèges. Et tu le protèges devant tes amis, devant ta famille. Je te comprends. C'est tout simplement parce que tu n'as pas encore eu le déclic. Chacun a son déclic. Ce n'est pas à moi de te dire, il faut que tu quittes, même si je me dois de le dire quand même. Ce n'est pas aux gens de te le dire, c'est à toi. Parce que tu sais que dans ton fort intérieur, tu ne te sens pas bien. Alors, je vais laisser Léna conclure parce qu'elle a fait une très belle conclusion et ce qui a débouché sur des conseils. Oui, parce qu'évidemment, j'avais la tête en sang, j'avais une bosse énorme sur le front, j'avais les yeux bleus, quoi, vraiment des cocards énormes, le nez déformé. J'osais même plus me regarder dans le miroir. Ça a été le déclic où je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Ça a été très, très, très dur. Très dur parce qu'il m'a même pas laissé en fait. Il m'appelait 10 fois par jour, il me suivait dans la rue, il venait toquer devant chez moi. Je sortais avec des copines, il était là. Il était là, dehors, à m'attendre. J'allais faire mes ongles, il était là. Il était là, il déposait des mots sur ma voiture. Et c'était dès que je faisais une nouvelle rencontre, il m'appelait, j'ai son nom, son prénom, son adresse, je vais le tuer. Et ça a duré 6 mois. 6 mois comme ça, 6 mois de fuite où j'osais plus sortir. J'ai pas parlé de tout ce que j'ai vécu pendant très longtemps parce que j'avais peur. J'avais peur du jugement, j'avais peur qu'on me dise mais si t'es resté, c'est que tu l'as voulu au final. Ces phrases-là qui font te remettre en question. Et j'en ai parlé quand ce harcèlement a vraiment poussé. Ma mère, elle a vu tout ça. Donc j'en ai parlé un petit peu et on a décidé d'aller porter plainte. Donc de là, elle a vu ma plainte. Mais encore une fois, j'ai pas tout dit. Il y a des choses comme le viol, il y a des choses comme la séquestration, où c'est la première fois que j'en parle. J'ai déposé plainte en décembre 2022 avec des preuves, avec des photos des cocards, des photos de mon nez qui saignait, des photos de la bosse, des documents de l'hôpital, enfin voilà, j'avais toutes les preuves. Il a été mis en garde à vue 48 heures suite à son casier judiciaire qui est déjà bien rempli. Et j'ai reçu la réponse en mars 2023, donc l'affaire a été classée sans suite pour manque de preuves. Quand j'ai reçu la réponse, ça m'a frustrée. Qu'est-ce que j'aurais pu mettre de plus pour qu'il y ait un suivi, sachant qu'il y a déjà un casier judiciaire. Et là, je me suis dit, en fait,
Fais-toi aider et juste essaie de passer à autre chose par toi-même parce que tu n'auras pas gain de cause. La justice, elle va pas t'aider. Parle-en si ça peut aider d'autres personnes et si ça peut toi-même t'aider de t'ouvrir, parle-en. J'ai vraiment l'impression d'être sortie de l'enfer et de me reconstruire. Après, encore une fois, il y a encore plein de choses à refaire hein, parce que on sort pas indemne d'une relation comme ça de 2-3 ans. Si j'aurais un conseil à donner, ça serait déjà de ne pas accepter la première fois et en parler surtout. Parce que si on a peur d'en parler, de par les répercussions, c'est qu'il y a un problème. C'est que c'est pas sain et ça va être de plus en plus toxique. Dans la vie, il faut toujours se battre. Il faut toujours se battre pour les gens qu'on aime, pour soi-même, même si on n'a personne à aimer pour soi-même. Et aujourd'hui, je me reconstruis, je reprends des projets, je reprends une vie. C'est à moi de tracer ma vie, tracer mon futur. Je peux, j'ai le droit aussi moi d'être heureuse et il faut jamais s'abattre sur son sort en se disant que c'est fini. Parce que c'est jamais fini. Hein. Et je pense que n'importe qui peut s'en sortir. N'importe qui. Même, il y a tellement de drames dans la vie qu'en vrai, il y a toujours bien à faire, il y a toujours des belles choses à créer. Ce que je vais te dire maintenant, ça ne vaut pas la peine de perdre ta vie, ou ne serait-ce qu'une partie de celle-ci, dans une relation pareille, dans une relation qui ne t'apporte rien, dans une relation qui te détruit. Merci d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que ça t'a vraiment aidé. Bye.